Mhm. Vas-y, il y en a plein d'autres. On reprend, on reprend. Coupez. Et oui, oui, non, mais c'est pas loin. Oh là, c'est pas bon. C'est pas bon. On recommence. C'est Elisa Sergent. Merci. C'est ça. Ah, quand même. Elisa Sergent. Voilà. Et notre ami Guillaume Lévy, parce qu'on t'a présenté comme Lévy tout à l'heure. Ah ben, moi, j'étais au courant que tu avais perdu l'accent et le S pendant le Moyen-Âge. Oui, le S a été enlevé au XVIIIe siècle. Alors maintenant, on dit Léville alors qu'il n'y a pas d'accent. Et d'ailleurs, je voulais commencer ce débat sur les accents en disant que, à l'origine, on ne met pas les accents sur les majuscules parce que ça n'existait pas sur les machines à écrire. Maintenant, on n'a plus d'excuses. Donc, mettons les accents sur les majuscules. Merci. Et bien entendu, à côté de moi, je termine. Je suis d'accord. Notre ami Ambroise Michel qui a gagné un heureux lauréat. Oui, merci. Merci Fabrice. Il est où d'ailleurs Fabrice? Avec la musique. C'est vrai que, ah oui, c'est vrai. Et en plus, il en profite parce que c'est quand même beaucoup grâce à lui. C'est la première fois que ça arrive, ça. Ex-aequo, je te jure, vous étiez ex-aequo tous les deux. Et il a fallu faire un choix. Alors on a fait le choix. Et puis il y avait Chimera qui nous avait quand même dit. Voilà. Mais je suis content pour le compositeur, mon compositeur Mathieu Alvado, parce que c'est un super compositeur. Tu pourras lui dire que, ah mais je vais lui dire, je vais lui dire. aurait dû être partagé. Moi je vais faire comme si on était ex aequo, donc pour lui il a gagné au moins moralement quelque chose, ce qu'il mérite en plus. Voilà, le monsieur qui est venu est son papa qui aime bien corriger ses erreurs de son fils. Voilà. Donc, je te passe le micro. Oui, c'est Covid, hein, c'est Covid, hein. Sauf qu'en fait, je suis plus âgé que lui, c'est plutôt moi qui serais son père, tu vois, mais enfin, c'est pas grave. Donc, par contre, avant que nous passions à notre membre du jury, mais donc, tu es le lauréat finalement de quel prix déjà? Parce qu'il y en a eu plein, j'ai oublié. J'ai vu la petite caisse en boîte tout à l'heure. C'est le prix qui est en anglais, the favorite prize. Oh, c'est d'accord. Favorite prize, c'est le prix donc qui est décerné par le président du jury. Voilà. C'est son prix gâté. Le président du festival, de Fabrice lui-même, qui chaque année. Tu vois qui est Fabrice? Bien sûr, oui, absolument. C'est un ami qui m'a fait venir. Je suis un peu ému, je sais pas pourquoi. J'arrête pas de dire des conneries. Non, mais parce que j'ai dû travailler dans l'urgence parce que tout le monde est parti direct au cocktail. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a un cocktail? Oui, tu vas y aller après. Tu vas y aller, t'inquiète pas. Je te lâche juste 5 minutes. Ça fait bizarre donc, de voir Guillaume toujours avec nous, d'ailleurs. Donc moi, je voulais dire que j'étais vraiment ravi de vous rencontrer tous. Maintenant, je vais demander un petit peu au jury comment ça s'est passé, la délibération, tout ça. On a besoin de savoir pourquoi vous avez voté telle et telle personne. Comment ça se passe? Ça a saigné. C'était dur, on s'est battu. D'ailleurs, il ne reste plus que 2. Et on a tranché. C'est un vrai plaisir de découvrir tous les films. Oui, non, mais alors, moi, je tenais à dire, parce que ma collègue plaisante en disant que ça a saigné, pas exactement. Moi, j'ai l'habitude de faire partie de jury, et je crois que c'est la première fois que, justement, on ne s'entretue pas. Alors, évidemment, nous avons été aidés par l'organisation des festivals qui nous a fourni 4 bouteilles de rosé. Mais c'est seulement quoi? C'est vers la 2e bouteille de rosé qu'on a commencé à être totalement cohérent. Et donc merci à l'organisation pour cette facilité. Non mais moi je peux dire, je vais lâcher un truc. Il avait dit au cas où, moi je propose qu'il y ait un veto. C'est vrai. Si jamais il y en a 4 qui sont pour quelque chose et qu'il y en a un qui vraiment ne veut pas, il pourra mettre son veto. Et moi d'emblée, j'ai dit non, ça va pas le faire. On est en démocratie. C'était une connerie, j'avoue. C'est vrai. Mais non, ça s'est bien passé. On a discuté. Au début, il fallait faire un choix pour sélectionner certains courts-métrages parce qu'on ne peut pas partir sur tous. Et c'est là qu'on a tous argumenté et on s'est convaincus les uns les autres pour arriver à une envie commune de récompenser voilà, ces personnes. Et c'est pas pour autant qu'on n'apprécie pas le travail des autres. Alors moi je voulais dire aussi une chose qui m'a marqué là, c'est que dans les résultats, dans notre palmarès, ressort quelque chose d'assez intéressant, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que le prix de la meilleure comédienne, par exemple, c'est Margot quelque chose. Elle est très très jeune. Le prix qu'est-ce qu'il y a, du meilleur acteur. Bon, voilà, mais très jeune aussi, Laurent. Laurent Claret qui est très très jeune. Et c'est-à-dire que c'est fait par des gens qui ont 20 ans ou la vingtaine, tout ça. Donc j'ai un appel à faire. On est devenu vieux, c'est ça que toi? Oui, toi t'es vieux. Alors donc, non, ce que je voulais dire, c'est que ça me rassure. Je me dis que avec
la période que nous sommes en train de vivre, avec donc on va tous mourir parce qu'il y a le réchauffement climatique et tout, eh ben non, regardez, il y a des jeunes fabuleux qui sortent, et que ce soit en art ou en ingénierie de quelque chose dans les autres domaines de la vie, à mon avis, ces gens vont nous sauver. Donc, arrêtons d'avoir peur, les jeunes vont nous sauver. Et c'est pour ça que je lance un appel, s'il vous plaît, arrêtez de montrer au cinéma des films d'hystériques. Quand on voit des trucs comme Rio 2 où ça hurle pendant 2 heures et qu'on offre ça en spectacle à nos enfants, c'est pas gentil, car nos enfants ne sont pas débiles. Ils peuvent voir des choses intelligentes parce que la jeunesse, les enfants, la jeunesse, ils sont intelligents. Merci l'espoir. Il y a une philosophie qui se dégage de ce garçon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu voulais dire quelque chose? Continue à offrir une diversité. Ça fait parler. Et moi, j'aime voir aussi les défauts et certains films comme ça extrêmes parce que ça en dit aussi sur la population et ça donne envie de faire autre chose. Finalement, dans le comparatif, on s'y retrouve. C'est vrai. Alors, petite précision, elle a raison, ma collègue, c'est pour ça que je l'aime. En fait, je crois qu'on s'aime, non? Oui, on s'aime. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est bien d'être dans un jury, c'est qu'on s'aime. Alors, le truc, c'est que la diversité, c'est très important. Et aussi, alors, cette diversité, pourquoi elle est importante? Parce que on se rappelle, grâce à ça, qu'on est tous dans le même navire. Et j'en ai marre qu'on soit individualiste et tout. C'est-à-dire, moi, à ma droite, il y a Ambroise Michel, donc comédien. Si jamais Ambroise Michel perd une jambe, par exemple, c'est un exemple, hein. Si monsieur Ambroise Michel perd une jambe, moi, je vais en souffrir. Car j'estime qu'on fait partie de la même famille, presque, la famille des humains. Donc, ne perds pas une jambe, Ambroise Michel. Nous sommes dans la même équipe, toi et moi. Oui, mais tu sais qu'il a peut-être pas encore perdu une jambe, mais il a déjà perdu dans le film sa belle-mère, son beau-père. Hein, il a failli même se perdre lui-même, mais là, on va pas spolier les gens qui n'ont pas encore vu le film. C'est un film remarquable. Moi, je te l'avais dit, puisqu'on s'est vu hier après-midi, j'avais vraiment adoré ce film. Autant le côté rythmé de la musique, qui allait vachement bien en adéquation. Et je suis super content, mais vraiment super content que tu aies pu louper la musique de très peu, mais que tu étais récompensé derrière, même si c'était un prix qui n'était pas au départ officiel, mais c'est la moindre des choses. Et j'espère que il pourra avoir une longue carrière, ce film encore, qu'il va encore continuer à exister à travers d'autres festivals. J'espère surtout que maintenant il va pouvoir être ou sur internet ou ailleurs pour que enfin les gens puissent vraiment en profiter, qu'ils puissent avoir un parcours un peu plus, enfin qu'il aille au-delà des salles, parce qu'il a déjà un beau parcours international au niveau des salles de cinéma, mais maintenant j'ai envie qu'il y ait encore plus en plus de gens qui puissent le voir et donner leur avis, voilà. Et puis qu'il y en ait d'autres aussi, que ça provoque aussi, que ça puisse amener d'autres aventures derrière. Il y en a qui attendent. Il y a d'autres scénarios qui sont en attente. D'ailleurs, je te signale que hier, on avait éventuellement émis l'idée de voir ça en long métrage. Ah oui, mais non, hein, pas celui-là. Non, celui-là, il est vraiment fait pour un format court. En long métrage, ça donnerait une cérébralité qu'il ne faut pas, parce qu'il est vraiment fait. C'est un film qui est vraiment fait pour la chute. Et t'imagines bien que s'il y avait 1h30 pour attendre une chute, ça risquerait d'être un petit peu long. C'est sûr. Par contre, on a fait y avoir droit, parce que l'extrait qu'ils ont balancé derrière, tu l'as même dit toi-même, c'était très très long, hein, ces extraits. Hein. C'était juste pour récompenser les films. Oui, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, le festival de Menton est à mon avis, est voué à devenir un grand festival. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il existe, chers auditeurs. Hein. Ça va grandir parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens humains et qui prennent des décisions humaines avec de l'amour. Et quand il y a de l'amour, ça veut dire qu'on est capable de conquérir le monde, d'accord? Alors, quand il y a des imprécisions comme ça, c'est pas grave, parce que ça me fait penser à Saint-Exupéry, qui disait que ce qui me plaît dans la danse, c'est cette petite imperfection dans le pas de la danseuse. On l'écouterait pendant des heures. Allez, à Jacques Taest. Alors, mesdames, messieurs, pour ceux qui auraient loupé le début de l'émission, nous avons donc ici en présence 2 membres influents du jury. Ils étaient combien? On était 5 au départ. Vous étiez 5, hein. Il y en a 2 qui sont partis. Il y en a un 3e qui va arriver tout à l'heure parce qu'il a préféré attaquer directement par le buffet. Ouais, comme on le comprend, il fait 1m92 au garrot, donc forcément. Je préfère affronter ton interview un peu alcoolisé, c'est tout. Ça doit être ça aussi. On s'était bien marré d'ailleurs. On a commencé les hostilités avec eux, avec Laurent Jumeaucourt qui a malheureusement dû nous quitter. Je regarde un petit peu, excusez-moi, je suis oui, non, nous quitter du festival, oui, bien sûr, oui, il est appelé pas. Je regarde un petit peu parce qu'il y a l'équipe de Chimera qui doit arriver, et comme je peux pas me déplacer pour aller les rabattre, il y a Diane qui me disait je vais fumer une cigarette et puis je reviens, l'autre il est parti boire un coup. Alors, puisque je ne sais pas si les gens qui écoutent cette émission savent vraiment pourquoi on fait des festivals. Alors oui, bien sûr, on fait des festivals pour montrer des films parce que les courts-métrages sont rarement diffusés à la télévision, même si ça existe. Et merci à ces émissions d'exister le soir à minuit et tout ça, sur France 3, France 2, etc. Mais en fait, il y a aussi une autre raison, c'est que c'est un lieu de rencontre pour les professionnels. Et par exemple, si c'est essentiel pour nous, c'est-à-dire que si ça se trouve, moi un jour, je vais travailler avec ma collègue Elisa à ma gauche, avec mon collègue Ambroise à ma droite. Et pendant le confinement, comme j'avais un peu le temps,
Parce qu'à un moment donné, mon but était grâce à un hameçon et une canne à pêche, de pêcher des citrons dans un citronnier en bas. Mais une fois que j'avais fini ça, je me suis dit, je vais compter le nombre de contrats que j'ai eu dans ma vie en tant que scénariste et où est-ce que ça s'est débloqué, cette affaire-là. Eh bien, je suis tombé sur 87%. 87% des contrats que j'ai signés sont liés à des festivals, comme celui, par exemple, de Menton, c'est-à-dire des rencontres qu'on fait dans ces festivals-là. Donc ça sert aussi aux professionnels, pas que pour le public et tout ça, même si c'est l'essentiel, le public, évidemment. Mais aussi pour nous, l'avenir de nos films, c'est là que ça se passe. C'est merveilleux. Écoutez, les enfants, on a été ravis de vous recevoir. Il y a beaucoup de monde qui doit passer. Je vous invite à aller voir un petit peu du côté du buffet, hein, avoir un petit coup sympathique. Merci pour cet échange. Mais merci à vous. Je vais appeler aussi, je l'ai vu passer le... Ah, il est là. Bravo jeune homme. Bravo pour votre rôle bouleversant. Et bravo pour cet hommage aux personnes atteintes par cette maladie. Et bravo, jeune femme, pour ce premier film presque. Et ben moi j'ai hâte de voir tous les autres. Et franchement, bravo, ça me fait grand plaisir pour vous deux. Le déclin, il faut voir ce film. Voilà, et moi je m'en vais aussi parce qu'on m'oblige à aller boire du rosé encore une fois. Ce festival est d'une violence inouïe. J'ai l'image que j'ai en face de moi, enfin vous les auditeurs, vous pouvez pas voir parce que c'est une radio. Et dans les radios, vous savez pas ça? Avec l'image? Ah bon, d'accord. Bon, alors, pour les gens malvoyants par exemple, ils peuvent pas voir. Eh ben, en face de moi, j'ai donc la réalisatrice d'à peu près 22 ans, un truc comme ça, c'est ça, 20 ans? 20 ans, alors ça veut dire jeune. Et un comédien, là, d'une quarantaine d'années, c'est-à-dire que là, nous avons l'image de la Renaissance. C'est quelque chose de formidable, magique. Et sur ces paroles, je vais aller boire du rosé. Merci. On ne sait que dire derrière tout ça. Alors ils arrivent tous d'un seul coup. J'explique un petit peu parce qu'on est vraiment en direct live. C'est-à-dire que comme j'ai personne pour faire le rabattage, j'ai fait le rabattage avant et ils arrivent au fur et à mesure. Alors on boit un coup, on fume une cigarette, on descend aux toilettes, on remonte et puis on les prend tous en enfilade. Hein, sans mauvais jeu de mots bien entendu, hein, on est bien d'accord. Alors sur ma gauche là et sur la droite de la caméra, il y a toute l'équipe de Chimera qui a gagné le prix de la musique de film. Je suis content parce que je fais partie du jury, donc il y a un petit peu de moi dans votre victoire, messieurs. Et de l'autre côté, nous avons quand même de gros lauréats, parce qu'il y a eu 2 prix, je crois, non, hein, c'est ça. Le prix du public. Alors on a eu le prix du public, donc on est très touchés. On remercie évidemment tous le public de Menton, les spectateurs, les bénévoles, avec lesquels on a eu des échanges incroyables depuis que le film a été projeté. Les retours sont très positifs pour nous. C'est un encouragement à défendre le film. On défendait déjà le film, hein, je vous rassure, mais disons que là, on prend un regain d'énergie pour le défendre et le faire circuler dans d'autres festivals, etc. Je vais passer la parole à Élise Huyssen, la réalisatrice scénariste, sans qui rien n'aurait existé, parce que voilà, hein, voilà. Bonjour à tous. Exprime-toi. Bah écoutez, posez-moi des questions, parce que c'est ma première radio. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul micro, tu sais, c'est les aléas du direct. Hein. On arrive avec 25 micros et à l'arrivée, il n'y en a plus qu'un qui marche. Mais c'est pas grave. Donc moi, je vois déjà qu'il y a un bel antagonisme entre une réalisatrice de 20 ans et un acteur de quelques 20 ans aussi. Hein, voilà. Non, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est que d'un côté, on a la jeunesse triomphante et de l'autre côté, une sagesse triomphante. La maturité triomphante, parce qu'en fait, alors je vais vous dire ça, pour répondre à votre question, je pense que l'âge n'a rien à voir avec le talent, on est bien d'accord. Et parfois, par exemple, Monsieur Soulage, qui vient de disparaître, le peintre magnifique, à 102 ans, et il faisait des choses extraordinaires. Donc l'âge n'a rien à voir. Et il se trouve que en la rencontrant, je me suis dit, j'ai pas pensé qu'elle avait 20 ans. Après, elle me l'a dit en cours. Tu as dû me le dire beaucoup plus tard. Et en fait, je me suis dit, ah oui, elle a 20 ans quand même. Elle est bien partie quand même. Elle a des choses à voir, n'est-ce pas, Madame Huyssen, Élise Huyssen? Elle peut parler. Elle est bavarde. Elle peut dire des choses. C'est vrai que je suis très bavarde, ouais. Donc oui, c'est ça. Ah, oui, parce que en fait, c'est le 2e prix de meilleur acteur, parce que j'ai eu un Best Actor Award à Cork, en Irlande. Et donc, il y a très peu de temps. Et donc, je suis très touché parce que je me dis, bon, jamais 203. Donc, je croisais les doigts pour l'avoir. Et bon, tout arrive. Voilà, tout arrive. Ouais. Bah écoutez... Juste, je te pose la question, après je te rends le micro. Comment elle a commencé cette histoire de déclin? Oh là là.
Alors, elle a commencé de façon assez spéciale. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y a Diane qui est en face de moi. Il faut savoir que Diane était présent au final au moment de la naissance de Déclin, puisque Déclin est à l'origine, ça vient d'une histoire personnelle. Mon grand-père est décédé de la maladie d'Alzheimer pendant que j'étais en période de travail avec Diane. Donc, Diane, de stage. J'étais en période de stage. J'étais en période de stage. J'étais en période de stage. Ça doit être grâce à toi, Diane, je pense. Mais Diane a vu, en tout cas, a été présent au moment où il y a eu le déclic dans ma tête pour faire Déclin. Donc voilà, Déclin... Le déclic du déclin, ouais. Donc voilà, Déclin, ça vient de ce problème que j'ai eu de mon grand-père qui est décédé de la maladie d'Alzheimer pendant la période du Covid, que je n'ai pas pu voir. Et je me suis posé plein de questions. Et moi, je suis une fan absolue du fantastique depuis que je suis toute petite. Et je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire de ce malheur, en fait. Et je me suis dit, est-ce que Alzheimer, c'est vraiment juste une maladie ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre ? Est-ce que c'est pas un état de conscience entre le vivant et le mort? Est-ce que l'Alzheimer, c'est vraiment juste des oublis? Je me suis rendu compte que non. En fait, il y a beaucoup de malades d'Alzheimer qui ont des hallucinations auditives et visuelles, et ça, on n'en parle pas tant que ça. Et c'est ce que j'ai voulu traiter dans Déclin. Voilà. Ça a été remarquablement transcrit à l'écran et vous en êtes tous les deux. Juste pour terminer, en fait, ce qui est très intéressant, ce que vient de dire Élise, c'est que la société regarde Alzheimer sur quelque chose de très extérieur, ce qui est un peu normal. Moi, j'ai eu la malchance aussi d'avoir ma mère qui a eu pendant 10 ans Alzheimer, et donc nous, j'allais dire, nous, ceux qui les proches des malades d'Alzheimer, on a une autre vision de la maladie, parce que le cliché général de la société, c'est de dire ces gens-là, ils sont hors de la société, de toute façon, ils sont perdus, ce qui est vrai. La maladie ne se guérit pas, hélas. Mais par contre, quand on les connaît de l'intérieur, ce sont des gens absolument, il y a des gens extraordinaires, il y a une diversité, chacun a son propre Alzheimer. Et donc, de le reconnaître comme ça et d'essayer de chercher ce qui se passe derrière ce cliché, ça c'est la force du projet d'Élise. Et moi, ça m'a énormément touché parce que d'une certaine façon, j'ai jamais baissé les bras devant la maladie de ma mère. Ma mère, elle embrassait tout le monde, elle disait je t'aime à tout le monde. Et je me disais, mais c'est incroyable parce qu'elle est au plus fort de la maladie, elle a perdu, elle a oublié mon nom et tout ça, elle disait je t'aime à tout le monde. Il y avait quelqu'un qui l'a relevé, un infirmier, un jour un infirmier très balèze l'a remontée, elle avait chuté, il l'a relevée et elle l'a enserré de ses bras et puis elle lui a dit je t'aime. Et l'infirmier, c'était un grand balèze comme ça de 2 mètres, il y avait les larmes aux yeux. Je vous assure. Et je trouve que de trouver cette humanité, de chercher cette humanité, ça c'était le projet d'Élise. Et naturellement, moi je me suis coulé là-dedans. J'ai trouvé que c'était formidable. Et pour moi, c'est le meilleur film que j'ai fait. J'en ai fait des films, j'ai fait des longs métrages et tout ça. Et c'est le plus beau film que j'ai fait, je veux dire. Et en plus, pour terminer, parce qu'on va laisser parler ces messieurs, je voudrais rendre hommage à ma partenaire, Aurore Streich, qui est une comédienne de très très grand talent. Qui aurait pu mériter un petit quelque chose. Elle aurait pu mériter tout, elle n'a pas pu venir hélas, mais on aurait pu lui dédier le prix, mais on lui dédie, là voilà, allez, on lui dédie aussi le prix, et en tout cas on l'embrasse très fort, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfaitement. Moi, malheureusement, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un avion qui m'attend. Mais ah là, je suis. Ouais, ah ouais, là, j'ai l'avion dans pas longtemps. Ah, je suis à la bourre de fou. Si vous avez une dernière question avant que je me tire comme une voleuse, n'hésitez pas. Non, moi je voulais. Oui, je voulais juste dire qu'on a été ravis de vous accueillir tous les deux, parce que enfin, on se connaissait pas, hein, on s'est croisés plusieurs fois avec Laurent, mais en fait, toi, je te voyais de manière furtive, et à l'arrivée, je trouve que c'est formidable, et puis ce qui est encore plus formidable, c'est de savoir que finalement, tu as été stagiaire chez ceux qui ont gagné la musique de film aujourd'hui. Enfin, moi, je veux dire, mais hier, j'ai fait venir à cette table Flavie Péan avec Ambroise Michel, qui avaient joué ensemble dans Plus belle la vie. Mais je pensais même pas du tout à ça quand je les invitais. Ils se connaissaient avec la réalisatrice. En fait, on a l'impression que toute l'alchimie s'est faite naturellement. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Et en plus, nous, son film est absolument extraordinaire parce qu'il est très sensible, il est à partir d'une expérience vécue, mais il l'a transcendé totalement. Ce qu'a fait Michael est formidable, cette équipe, bravo.
félicitations, je suis très heureux qu'il y ait aussi qui... Ben, moi, donc je vous remercie tous les deux, même si Laurent va rester avec nous. On va se tourner maintenant vers la grande équipe de Chimera. Alors moi, je suis ravi à plus d'un titre parce que, comment vous dire, l'année dernière, on s'était vu l'année dernière déjà. Et je peux le dire maintenant parce qu'en général, on n'est pas trop dans la confidence sur ces choses-là, mais l'année dernière, vous avez raté de très très peu le prix de la musique qui nous avait déjà beaucoup touché sur Dibuc. Oui, émotionnellement, vous l'avez gagné. Ah bon? Non, pas il y a, ah oui, pas il y a 2 ans. Mais c'était pas avec, c'était à D-Book. Mais c'était quoi l'année dernière alors? On n'était pas là l'année dernière. Ou alors moi avec le Covid, je suis complètement chamboulé là. Moi, je vais réviser mes fiches. Mais... Enfin, oui, c'était Yom déjà. Non, le prix, c'est Ambroise qui l'a volé tout à l'heure, il a reconnu. Et donc je voulais dire que finalement, ben voilà, là c'est magnifique. Moi je suis super content. Parce que je sentais depuis le début, dès la première journée de projection, parce que vous êtes passé dans la première journée, je sentais déjà que le thème était fort et qu'on allait certainement déboucher sur quelque chose. Mais bon, il fallait attendre de voir tout le reste. Et à l'arrivée, ben, c'est comme une évidence, hein, parce que j'étais pas tout seul. On était 4 et en fait, on se regardait chacun de notre côté pour donner des notes. Et à l'arrivée, ben, vous êtes arrivé ex aequo avec Ambroise. Et puis quand il a fallu faire un choix, ben, on s'est porté sur vous. Eh ben merci. On est très content. En fait, c'est très symbolique que ce soit le prix de la musique pour nous. Bon, déjà, comme il l'a dit Fabrice, il y a 1500 films qui ont été envoyés. Sur les 1500, il y en a une vingtaine qui ont été sélectionnés. Sur les 20, il y en a, je crois, 4 ou 5 qui sont lauréats. Donc déjà, rien que de faire partie de ce palmarès, pour nous, ça a beaucoup de sens. Une deuxième chose qui a beaucoup de sens pour nous, c'est le fait que ce soit un jury à part. Pourquoi ça a beaucoup de sens? Parce que moi, je trouve que en tout cas à mon sens, surtout dans Chimera, la musique c'est 50% d'un film, et que de lui accorder l'importance qui lui est due, bah, c'est ultra valorisant, et de se dire qu'un jury a été consacré, un jury composé de 4 personnes, s'est consacré exclusivement à écouter la musique du film, se disent que parmi tous ces films-là, c'est la nôtre qui sort du lot, c'est extraordinairement touchant. Ensuite, moi il y a un truc que je constate qui est commun, je pense, à beaucoup de films dans la sélection, mais qui est commun à nos 2 films, du coup, c'est que c'est un film sur des mots, M-A-U-X, et que finalement, c'est des mots qui sont ou peu explorés, ou peu exploités, et j'ai l'impression qu'il y a une resurgence... C'est français? Vas-y. Ça, ce qu'il a dit. Il y a une résurgence, ce qu'ils ont dit eux. Ça sort de... ça pop. Le fait qu'il y ait des films sur justement des maladies qui isolent. Parce qu'on a traversé une période où on a tous été plus ou moins isolés, et que ce soit pour la surdité ou pour Alzheimer, alors évidemment à des échelles différentes quand même, c'est des maladies qui isolent. Et c'est des sujets qu'on a envie de traiter de plus en plus. Et moi, je suis ravi de constater ça, parce que plus on parle de ces choses-là, et plus on surmonte les obstacles qui sont liés à ça. Et c'est tout. Michael Czarny. Alors Michael, il parle pas super bien le français. Tu voulais dire un truc, Thierry? Oui, non, mais je voulais juste dire qu'on va quand même enfin entendre sa voix. Parce que dans tout le film, bien entendu, on n'entend pas sa voix. Il y a la musique qui parle pour lui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a primé. Hein, la musique parlait pour lui, tu parlais de 50%, c'est presque du 70-30 bientôt. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas le sujet, mais c'était juste extraordinaire. Belle présence à l'écran, toi aussi tu aurais pu mériter beaucoup plus que le simple prix de la musique, qui est déjà très bien. Mais c'est une interprétation magistrale. Alors, je vais juste préciser un petit truc, c'est que Michael, pour les conversations très simples, son français ça va, mais dès qu'il s'agit de parler plus profondément d'un sujet, c'est compliqué pour lui, donc je vais le traduire. Est-ce qu'il y a une question du coup? Parce que... Non mais vas-y, pose la question. Ah bah, comment tu t'appelles? Michael. Michael, voilà, ça y est. Eh ben, Michael, comment tu as vécu cette expérience de travailler sur ce film? איך היה, איך נהנית מהסרט, והאם בכלל אתה היום לובש גרביים? נראה לי שמה שמאוד מאוד חשוב בסרט הזה זה עניין הלימונים. סתם, למשל, אם אנחנו לוקחים באמת את הלימון הזה ואנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, למה? למה? וזה גם העניין שמבחינת התחושה בעיר הזאת שהיא נהדרת. וגם, אתה יודע, גם תפוזים, זה יכול להיות תפוזים. Il dit que finalement, ça a été assez particulier pour lui de travailler sur la surdité,
Il prend en exemple le fait que à chaque fois ça touche des personnes de manière individuelle et que par exemple chacun a des problèmes qui lui sont individuels, comme ce citron qui ne ressemble à aucun des autres citrons. Et pour lui... Non mais c'est... Parce qu'il l'a chopé dans la rue tout à l'heure, c'est pour ça, j'explique, il est tout petit. Et c'est un peu comme disait Laurent. C'est vrai. Et c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que de la même manière qu'il y a plusieurs malades d'Alzheimer qui ont chacun leur Alzheimer, chacun a son individualité dans la manière dont il confronte le handicap. Ouais, bien sûr. En fait, d'abord, j'ai énormément apprécié votre film et je voulais vous poser une question sur le chien. J'ai été fasciné par le chien. Évidemment, le travail de Michael est formidable. Et la relation d'ailleurs entre vous, Michael, et le chien est incroyable. Mais comment avez-vous pu trouver ce chien magnifique qui a une... J'allais dire une humanité ou un... Une belle présence à la ouais, j'allais pas dire une chienneté. C'est un peu... Il a du chien, voilà. Et comment avez-vous fait pour le trouver? C'est tout. C'est très simple. En fait, j'ai fait appel à un ami comédien qui a interprété le chien, Ben Aboulker, ici présent, qui portait comme ils ont fait le Seigneur des Anneaux, Gollum. C'est lui, en fait, qui a interprété le chien. Ben Aboulker, bonjour. Non, la vérité... On n'a pas besoin de traduction, on a compris. Voilà, il a dit oui. Non, la vérité, c'est que... C'est ça. On a travaillé avec une dresseuse. Alors, ça a été assez particulier. On a travaillé avec une dresseuse qui s'appelle Karina Johansen, qui n'est pas la propriétaire de Gibbs, le chien qui interprète le chien. C'est ça. Mais du coup, c'était assez particulier la relation avec le chien. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup, parce que souvent on dit oh là là, travailler avec les animaux. Et en fait, c'était d'une simplicité folle à partir du moment où tu respectes quelques règles, comme par exemple le fait qu'il n'y avait que Michael qui avait le droit d'interagir avec le chien. Personne sur le plateau pouvait lui accorder de l'attention ou le caresser ou quoi que ce soit. Il n'y avait que Michael qui pouvait lui accorder de l'attention. La rencontre est folle. Alors, je rencontre plusieurs chiens, dont déjà, ça c'est absurde, je fais des castings de chiens. Karine donc me présente des chiens. Alors elle me dit bon, ça c'est Titou, ça c'est Pipi, ça c'est super. Elle est propriétaire de quelques-uns des chiens, mais pas de tous. Et elle me dit voilà, il y a ce chien-là qui s'appelle Gibbs, qui est fabuleux. Mais bon, pas discutant avec la propriétaire. Ah, je viens de me percuter que c'est en live. Bah oui. Je peux raconter cette anecdote? J'ai peur de vexer la propriétaire. Ok. Et donc du coup, je vais sur une péniche en dehors de Paris pour rencontrer le chien et la propriétaire. Et la propriétaire du chien, d'ailleurs vous pouvez la suivre sur Instagram, s'appelle Les Trouvailles de Lou, elle le filme tout le temps et tout. Il est trop beau ce chien. Elle a des croyances ésotériques et notamment qui sont liées à l'astrologie. Et en fait, elle me dit, voilà, tu sais, Gibbs, il est très spécial, on peut lui parler comme un humain. Et c'est vrai que tout de suite, il y a un truc flagrant, c'est qu'il a des yeux bleus, perçants. On se dit, waouh, quand même, il est impressionnant, quoi. Il y a quelqu'un derrière, en fait. Et donc, on discute et tout, et elle me dit, bah, tu peux lui demander ce que tu veux au chien, il va le chercher et tout, et elle fait 2-3 trucs avec lui, très impressionnant. Puis je discute avec elle, et à un moment donné, le chien pose sa patte, comme ça, sur mon genou. Et moi, je regarde, et elle me dit, ah, waouh. Vous êtes Sagittaire? Je dis bah oui, comment vous savez? Il aime bien les Sagittaires. J'ai pété un câble, j'appelle Michael tout de suite, je lui dis Michael, c'est quoi déjà ton signe astrologique? Il me dit je suis Bélier mais je crois que mon sang c'est O négatif, est-ce que ça passe? Ça m'a fait exploser de rire. C'est parti à la quête de chez Pagastad Gibbs, c'est madame. מאזניים. כן. מאזניים. מאזניים, אותו דבר. מאזניים. Balance. Je me suis trompé. Voilà. Donc c'était un plaisir de pouvoir bosser avec un animal. Voilà. Moi, je voulais que tu nous présentes un petit peu aussi tout ton personnel qui est derrière, parce que vous êtes venu à 53 là. Vous êtes venu c'est la Smala Dayan, tu vois, je veux dire. C'est un peu une smala. Alors effectivement. Alors le truc c'est qu'on aime bien se déplacer à plusieurs en festival parce que on travaille très dur. On travaille très très dur à faire des films, mais c'est pas simple. C'est pas évident, surtout pour des jeunes structures qui commencent à se lancer.
heureusement, on arrive quand même à évoluer, à grandir de plus en plus aujourd'hui, et on est content de ça, mais le fruit de notre travail, finalement, c'est ça. C'est faire en sorte que les gens voient le film. Parce que faire des films, c'est super, mais si personne ne le voit, ça sert à rien. Donc à chaque fois qu'on a la possibilité de se retrouver tous dans des conditions où on sait que le film va rencontrer un public, on fait en sorte de tous être présents. Alors, le film a été produit par 3 jours de marche en coproduction avec Fortifilm. Au sein de 3 jours de marche, qui est donc du coup la société que j'ai créée avec 4 associés. Raphaël Pierre Bloch, ici présent, qui est donc producteur associé, mais surtout directeur du développement chez 3 jours de marche, qui m'a beaucoup accompagné sur le scénario justement de Chimera et de mes autres films, et surtout qui accompagne les différents auteurs et autrices qui travaillent avec nous pour développer du scénario. On a derrière moi Guillaume Schmitt, qui lui aussi est mon associé business affaires, qui s'occupe de tout l'aspect juridique, administratif de la société. On va dire que c'est vraiment notre joker. Il y a Émilie Poté qui est pas là, enfin qui est là, mais là tout de suite elle n'est pas là, qui elle est directrice des productions et qui est aussi mon associé. Et Luc Finalteri qui pareil est là sans être là et qui lui est assistant réalisateur et qui lui aussi est associé au sein de la boîte. Alors Gollum, qui s'appelle Ben Aboulker, qui est un des acteurs les plus monstrueux que je connaisse. Il était comédien dans mon premier film d'e-book. Et il est aussi comédien avec Michael dans mon dernier, qui s'appelle Le Père, le Fils et le Rav Kalmanson, que vous verrez peut-être pas ici, parce qu'il n'a pas de dimension fantastique, malheureusement, c'est une comédie. D'ailleurs, j'en profite, qu'il y ait du monde, pour vous dire que Chimera, donc le film qui vient de remporter le prix, est disponible en ce moment sur la plateforme de France Télé, s'il y a des gens qui veulent le voir. C'est gratuit en plus, donc pourquoi pas. Derrière moi, il y a Sarah, qui est ma compagne, et Fanny, qui est la compagne de Guillaume. Voilà. Et il y a Marc Halal qui est là aussi. Marc qui, pareil, joue dans mon premier film, est le personnage principal de mon dernier film et qui lui-même est réalisateur. Voilà. J'ai fait le tour ? Oui, là, on est beaucoup là. Pardon. Je ne comprends pas comment Élise, comment vous avez relationné avec Élise, parce que, comme vous le savez, vous avez deviné que Élise est très très jeune. Et donc, mais elle a fait, paradoxalement, ce qui est étonnant chez Élise, c'est qu'elle a fait déjà pas mal de choses. Elle a une chaîne YouTube où on peut voir, d'ailleurs qui est accessible, où on peut voir ses précédentes réalisations, qui étaient peut-être moins abouties que Déclin. Et comment vous êtes... et qu'est-ce qu'elle a fait d'abord avec vous et comment vous la... Je suis curieux de savoir... Ils se sont rencontrés, quoi. Oui, comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qu'elle a fait avec vous? C'est très simple, nous on a régulièrement des stagiaires. Elle nous a envoyé son CV parce qu'on recherchait des stagiaires. Elle avait suivi l'histoire de D-Book. Mon précédent film a eu un sacré parcours en festival. Et donc du coup elle nous a envoyé son CV qui était ma foi très correct. Je l'ai rencontré, on s'est bien entendu. Son stage était tumultueux. Elle a fait plein de choses très différentes. Non, mais dans le sens où elle a pu toucher un petit peu à tout. Et effectivement, déjà dès le début, elle me parlait beaucoup de ses envies, ses ambitions d'écriture et de réalisation. Et moi, forcément, mais nous tous, finalement, on a tendance à vraiment pousser, surtout les plus jeunes, à se lancer là-dedans. Moi, par exemple, j'ai 17 ans. Et voilà, tu vois donc voilà, je vois vraiment Élise comme une aînée. J'ai une petite expérience, j'arrive très facilement à dire quel âge ont les gens, c'est fou, hein, même, c'est assez troublant. Alors, non mais alors pour terminer sur Élise, elle n'est pas là, comme ça sa modestie n'en prendra pas ombrage. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'elle voit des choses, elle note toujours, et moi... Là, par exemple, elle était dans le débat qui a eu lieu le premier jour et elle notait des choses qui étaient importantes pour elle. Et moi, j'étais un peu curieux, j'avoue, hein, j'ai un peu honte, mais j'ai regardé un peu ce qu'elle écrivait. C'est très pertinent. Elle note ce qu'il faut noter. Elle a une sorte de puissance de feu incroyable. Voilà, c'est tout. C'est assez impressionnant parce que... alors, juste pour terminer sur la jeune génération, il se trouve que je travaille beaucoup avec des jeunes. J'ai fait 4 courts-métrages dans l'année avec des jeunes équipes. Et je suis
impressionné par ces jeunes équipes, ces techniciens, ces réalisateurs qui sont extrêmement talentueux. Ça encourage, enfin, ça donne des forces pour la vie, pour la société et tout ça. Bon, il y a quelques cons qui se baladent là dans la jeunesse. Bon, il y en a qui vous bousculent dans la rue. Bon, ça c'est un autre truc, c'est un autre sujet. On n'en parlera pas. Mais quand même, la grande majorité, ce sont des gens passionnants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et il y a vraiment, on a foi en l'avenir. Et voilà, moi je suis très touché et je suis très honoré de travailler avec la jeune génération. Voilà, c'est tout. Ben justement, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, Laurent, et je profite de vous parce que je crois que vous êtes le plus bel exemple de ce que moi j'ai commencé un petit peu à énoncer tout à l'heure quand on est monté sur scène pour remettre le prix de la musique. C'est-à-dire ce qui me touche profondément, c'est que déjà nous, quand on habite à Menton, on est loin de tout. On dit de Menton que c'est la dernière ville de France, ça peut être la première si on part de l'Italie, ça c'est sûr. Mais je veux dire, donc on est tout petit ici. Moi, je suis un musicien. Je veux dire, j'ai toujours joué dans les hôtels ici. J'ai pas fait une carrière extraordinaire, mais j'ai vécu de ma musique, ce qui était déjà énorme. Et de se retrouver aujourd'hui plongé dans un festival du film avec énormément d'acteurs, et des fois il y en a quand même qui sont un petit peu cotés, qui sont là. On a vu Armel Dutch tout à l'heure qui est monté sur scène, et de voir cette accessibilité, cette humilité qu'ils ont tous par rapport à un petit trublion comme moi qui vient leur poser des questions dont ils ont strictement rien à faire. Et moi je suis hyper touché, je vous le dis avec les mots qui sortent en ce moment, et vous symbolisez exactement tout ça. Toi, Laurent, de ton côté, avec l'âge que tu as, et eux aussi avec leur jeunesse et leur appétit, leur envie d'en faire toujours plus, de revenir chaque année. Et moi, franchement, déjà, c'est un cadeau énorme pour des gars comme moi et pour le festival. Alors en plus, quand ils sont récompensés, comme ça a été le cas aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais te dire un truc sur Menton. Je suis venu donc l'an dernier et j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent l'idée de faire un festival à Menton. Je m'explique. Quand tu te balades dans la ville, tu as tous ces palais, il y a toute l'histoire de Menton qui est incroyable, et tu te dis, il y a plein de fantômes, il y a plein de présences, il y a des palais, tu rentres dans des palais. L'an dernier, j'ai plus visité des très très beaux endroits, il y a des endroits où il y a des expositions, donc vous pouvez rentrer dans les... Ouais. Non, mais par exemple, il y a un palais où il y a des expositions, etc. Et je trouve que c'est comme s'il y avait des fantômes. Enfin, moi, je sais pas, je suis assez impressionné par tout ça. J'ai l'impression que je vais croiser au détour d'un couloir, d'un palais, une sorte de conte, je sais pas, moldave, qui va me dire bonjour Laurent, bonjour Laurent, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah! Vous connaissez Monsieur Dayan? Non, je ne le connais pas encore, mais j'ai entendu beaucoup parler de lui. Et en fait, je trouve que du coup, le festival fantastique, il a une vraie raison d'être à Menton. Et alors, par rapport à ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Je trouve que Menton, c'est presque le centre, c'est le centre du monde, non? Soyons fous. Le centre d'un monde. Enfin, en tout cas, pour les 4 jours qu'on vient de passer, ça a été certainement le centre du monde du cinéma. Je vais demander à Christophe Campos, qui est là et qui attend depuis un petit moment, parce que, voilà, je suis désolé, parce qu'on aurait pu passer des heures ensemble. Thierry, merci à toi, merci au jury de la musique. C'était un bonheur d'échanger avec vous. De toute façon, tout à l'heure, on va aller faire la fête. Mais voilà, merci 1000 fois. Ça nous a énormément touchés et on est ravis que le film vous ait parlé. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. Longue vie encore à toute l'équipe de Chimera. Tu peux rester encore un petit peu avec nous? Oui, d'ailleurs, c'est un plaisir, un bonheur. Au revoir, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Je vais mettre la photo pour... Voilà, tiens Christophe, oui, tu vas venir ici. On est vraiment un petit peu bousculé aujourd'hui parce que c'est un petit peu compliqué de récupérer les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Il y a Marc qui est passé par là et je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je crois qu'il va revenir. Et alors moi, là, je suis ravi, mais ravi d'accueillir pour la 2e année consécutive, parce que l'année dernière, on n'était pas ici, parce qu'on était au casino, mais on avait donc accueilli Christophe Campos avec Marie Crémer, notre ami Bruno Debrandt et Thierry Aflalou, qui doit être quelque part par ici. L'année dernière, tu étais en hors compétition d'un film Plan B qui était magnifique, que j'ai revu par la suite, c'était superbe. Et cette année, tu t'es pointé donc avec les 2 premiers épisodes de Prométhée, et malgré l'essuyage de plâtre, dont on ne reparlera pas de cette manière-là, tu as réussi finalement à te rester 3 prix. Et je vais te laisser en parler parce qu'on n'a qu'un seul micro, donc je te le passe tout de suite. Oui, j'étais à la fois content et surpris. Oui, c'est vrai que j'ai essuyé les plâtres, mais parce que bon, c'est pas très grave. Je me dis que si les gens ont aimé, ça veut dire que le scénario est très fort, et je pense que c'est la base de tout. Si on n'a pas d'histoire, peu importe, on peut filmer avec un iPhone, avec une toute petite caméra vidéo, mais ce qu'il faut, c'est l'histoire. Et là, je pense que les gens étaient accrochés à l'histoire, et ça me fait énormément plaisir. Et tout le monde attend la suite, oui.
Il y a un suspense. Ce que je trouve extraordinaire, moi j'avais vu Plan B l'année dernière, on s'était un peu croisés, mais là on s'est un peu plus rencontrés. Je trouve que c'est formidable, c'est incroyable cette histoire, parce qu'on est pris avec cette jeune femme qui est comme ça, qui traverse le film, et on se demande ce qui va lui arriver. Il y a un suspense incroyable, et je suis sûr que les 4 autres épisodes, ça doit être de la folie, parce qu'on doit passer... Moi j'ai qu'une impatience, c'est de voir les 4. Je vais me précipiter sur même TF1 quand je regarde jamais, enfin presque jamais. Non, je vais vraiment... Mais je pense que quand on voit les photos qui commencent à défiler de toutes les filles qui ont disparu, à mon avis, ça amorce déjà la suite. Par rapport à ce qui vient d'être dit, ouais, effectivement, ça va crescendo. C'est-à-dire que cette série, elle surenchère à chaque épisode. Le 3, le 4, le 5, le 6, ça monte. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais un peu surpris sur les VFX, parce qu'il y en a un peu, mais pas énormément. Et au 5e, il y en a un peu plus dans le 3, dans le 4, et au 5e notamment, il y en a beaucoup. Donc je suis vraiment, en tout cas, content pour ces VFX. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est important, parce que moi j'ai travaillé de façon à la fois traditionnelle, comme on faisait avant dans le cinéma, c'est-à-dire en direct, et aussi avec une boîte d'effets spéciaux qui s'appelle The Yard, et que je remercie énormément, et qui m'ont fait du super boulot. Et voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, j'étais venu l'an dernier, mais en tant que président. Et donc, et au départ, je pensais que je revenais cette année pour présenter Prométhée, mais pas pour être en compète. Et j'ai compris après que j'étais en compète. Donc j'ai eu les chocottes. Et puis là, ça va mieux, puisque là, je suis détendu. Voilà, mais ça tombe bien. Regarde, la détente arrive toute seule, puisque maintenant il y a Thomas Joannet qui nous. Thomas Joannet, qui est d'ailleurs l'acteur principal du film Prométhée. Hein. C'est le jeune acteur qui a renversé la jeune fille, la Prométhée. Ah, mais t'es un jeune acteur, ça se voit tout de suite. Je veux dire. Et c'est un vieil intervieweur qui te le dit en plus, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc on va te laisser un petit peu raconter comment ça s'est passé. Bon, je suppose que vous connaissiez déjà avant le tournage. Ben pas du tout. Ben, tu savais qui était Thomas Joannet quand même, rassure-moi. D'accord. On a déjeuné vite fait ensemble. Et non, en fait, ça s'est fait. On s'est rencontrés vraiment sur le tournage. On a commencé à se. Au déjeuner, c'était sympa déjà. Ouais, c'était sympa, il m'a invité. Et donc ça c'était très bien. Et non, et après on s'est, on a. C'est intéressant parce qu'en fait ça va très vite. Il y a des moments, il y a des prépas qui s'accélèrent un petit peu sur la fin. Moi je suis arrivé sur le projet pas en premier, donc tout d'un coup on se retrouve après très vite sur le premier jour de tournage. Et puis voilà, on voit un petit peu comment on arrive à s'apprivoiser, à s'écouter, à s'entendre, voir comment il dirige, comment moi je reçois sa direction, voilà. Et en fait, ça a été assez simple. Enfin, voilà. Moi, je voulais dire un petit truc aussi, c'est qu'en fait, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas vraiment un premier rôle qui se dégage. Tout le monde a des premiers rôles là-dedans, parce que Prométhée, bon, elle est quand même importante. Toi, tu es important. Oui, tout à fait. Mais il y a Camilou aussi qui a quand même un rôle important en tant que... Hop, il y a Marc Grosier qui nous rejoint. On le voit tout de suite quand il arrive, lui. Hein. On paraît tout petit à côté d'un seul coup, tu vois. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'on nous envoie le vigile de sécurité qui arrive, hein? Alors, mesdames, messieurs, bien entendu, pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc Grosier, qui est un acteur, un magnifique acteur. Il est... Oh, non, on a été manger ensemble il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'on s'est mis? Donc toi tu faisais partie du jury, oui. Hein, avec Elisa qu'on a reçue tout à l'heure, il y avait aussi Laurent Jumeaucourt, et il y avait l'inévitable, l'inénarrable Guillaume Léville, n'est-ce pas, qui nous a bien fait rire. Voilà. Alors ça s'est passé comment les délibérations? Fais gaffe parce que tu as un des responsables qui est juste à côté de toi. Eh ben ça s'est passé très bien. Très bien, c'est un peu compliqué pour juger un peu ces courts-métrages, parce qu'il y avait beaucoup de courts-métrages qui étaient intéressants, qui étaient vraiment qui défendaient. Mais voilà, on est dans le fantastique, donc on a vraiment tenu à ce que on reste dans ce thème-là, le fantastique. Et beaucoup de courts-métrages nous ont étonnés par leur technique, par leur histoire, par le jeu d'acteurs. Et c'est bon de voir des courts-métrages comme ça qui promettent pour la suite, pour les longs-métrages qu'on pourrait nous aussi peut-être tourner avec eux, avoir la chance de tourner avec eux. Et leur donner l'opportunité de faire un peu leur métier, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter derrière ça? C'est magnifiquement dit. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ça fait du bien de voir tous ces... là, notamment la réalisatrice de Déclin, elle a 20 ans, quoi. C'est déjà, il y a une maîtrise qui est... Mais ce que je disais, les jeunes, ils sont vraiment étonnants, quoi. Et moi, j'aime bien m'appuyer aussi sur des acteurs d'expérience.
et comme Thomas, comme Marc ou Armel, mais en même temps, les jeunes ramènent un sang et ils sont déjà étonnants à leur âge, la maîtrise qu'ils ont à leur âge, quoi. Moi, je trouve que. Moi, je suis épaté par ça. Je suis épaté, quoi. J'ai l'occasion de tourner vraiment avec cette nouvelle génération. Et franchement, au même âge, mais je suis un bleu, moi, je suis un puceau. Vraiment, non, mais vraiment, hein, je vois le niveau, il m'impressionne. Il m'impressionne avec une sorte d'aisance, un sens de l'image. Alors après, est-ce que c'est dû à ce qu'on a entre les mains toute la journée, qui s'appelle un smartphone, etc. Oui, c'est vrai qu'on est dans un monde, mais peut-être, mais en tout cas, peu importe. Ils ont un talent, une créativité, ils ont un recul déjà de ce qu'ils font. Enfin, je trouve que c'est assez impressionnant. Laurent ? Je peux me permettre. En fait, tu parlais des acteurs et moi j'étais très impressionné sur Déclin par. Il y avait une quarantaine de jeunes qui ont à peu près le même âge qu'Élise. Et oui, alors c'est certainement dû à cette école 3IS qui met les meilleures conditions, met les étudiants dans les meilleures conditions. Ça, ce sont des gens qui sont sortis de l'école, tous. Ils travaillent quasiment tous, les 40. Je les suis et tout, et ils sont d'une qualité professionnelle incroyable. Par exemple, je prends comme exemple le cadreur, c'est incroyable le professionnalisme qu'il a, ce cadreur. Et tu n'as qu'une envie, c'est de retravailler avec lui. Il a compris, par exemple, il avait compris complètement qu'on pouvait travailler ensemble. Donc on pouvait travailler à différents niveaux. C'est-à-dire on pouvait travailler avec le réalisateur, mais on pouvait aussi travailler avec l'image, avec le cadre. Donc on arrivait à trouver des choses très très précises parce qu'ils sont à l'écoute, ils sont formés. C'est ça qui est assez étonnant. Longue vie à eux. Et c'est très réconfortant pour nous, et puis après les générations, après on a l'âge, on s'en fout. Au bout d'un moment, on s'en tape le coquillard, hein, que tu aies 25 ans ou 85 ans. Parce que moi je t'ai vu Laurent dans le cours et franchement j'espère être... j'ai l'impression que c'est comme le bon vin, quoi. Et j'espère vraiment vieillir comme toi. Parce que quel talent, quoi. Mais je te jure, hein, et je le pense vraiment, hein. Je le pense vraiment, je te le dis dans les yeux, quoi. Non, ça me fait... parce que... je voulais pas te faire chialer, mais c'est vrai. Je voulais dire que, en fait, après, j'ai l'impression que ce film, il compte énormément pour moi, donc je le défends bec et ongle, et on va même, apparemment, il y a des choses assez positives qui viennent au niveau distribution, parce que finalement, je pousse Élise à sortir de l'image 3IS, parce qu'il faut c'est un film, professionnel, ce que je leur ai dit tout de suite. D'ailleurs, je leur ai dit, à la fin du tournage, j'ai fait un petit, je fais pas toujours, je parle beaucoup, mais j'ai fait un petit laïus quand même. Et je leur ai dit, et je leur ai dit franchement que je les trouvais admirables et que vraiment ils avaient intérêt à avoir confiance en eux. Je leur ai dit que je pensais qu'ils savaient qu'ils pouvaient avoir confiance en eux. Et après, il y a aussi un truc un peu libératoire qui se fait avec l'âge. Alors ça, c'est un peu paradoxal parce que nous, les acteurs, souvent, moi, je revois mes années passées, on a souvent peur, je ne sais pas ce que tu en penses de ton point de vue de réalisateur, mais on a souvent peur et c'est un peu con, quoi. En fait, il ne faut plus avoir peur, il faut oser. Et je trouve que... alors moi, maintenant, j'en ai plus rien à faire parce que, tout est devant moi, quoi. J'ai un oncle qui a une centaine d'années. C'est vrai, il a 102 ans. Je me dis, tiens, j'ai 30 ans devant moi, je vais faire des choses. Et du coup, si tu veux, tu vois, c'est un peu... oui, c'est libérateur. Et puis d'une certaine façon, tu es libéré sur le plateau, quoi. C'est-à-dire que tu es là, tu fais ton travail en amont, tu arrives sur le plateau, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Tu n'as que des gens qui essayent de se mettre... qui collaborent avec toi. C'est extraordinaire, comme les ingé-sons, tous ces gens qui travaillent avec toi. Et du coup, tu es poussé vers les hauteurs. Tu n'as que ça à faire. Après, c'est tout. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. Mais ça, je pense que, Christophe, tu ne me diras pas le contraire. C'est aussi la qualité du scénario. Ça, c'est parce que souvent, le problème, en fait, c'est qu'on a des scénarios parfois... nous, souvent... de temps en temps, des scénarios qui sont un peu en dedans, donc on les sert, mais voilà, on ne peut pas... Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Tu es d'accord ? Je pense qu'effectivement, on parle souvent des scénarios, mais je pense que aussi, je pense en l'occurrence par rapport à ton personnage, moi, ça m'est arrivé quelques fois où tout d'un coup,
c'est assez. Il y a une alchimie avec un rôle. Et il y a une rencontre avec un rôle qui est dans ce scénario, qui est bien écrit. Et tout d'un coup, il arrive et voilà, il y a une résonance qui est particulière. Et ouais, je pense que tu as dû peut-être ressentir quelque chose comme ça. Je vais dire un truc là-dessus, c'est que effectivement, non mais tu dis ça, il y a une résonance, parce que si tu veux, après quand évidemment c'est lié à mon histoire familiale, mais pardon. En fait, il y a un soubassement. Tu sais très bien que parfois tu es là. En fait, ce qui est important, c'est l'âme. Ce que tu peux insuffler, l'âme du personnage, j'allais dire, enfin, tout ce que tu peux sortir de toi. Et effectivement, quand tu es affecté par quelque chose et que ça rencontre un scénario, c'est inouï. Tu n'as plus qu'à te laisser porter. Moi, j'étais comme sur un nuage. Après, je voyais, parce que j'en parlais avec Aurore Streich, enfin, on n'a pas beaucoup parlé, mais on s'est vraiment rencontrés dans le jeu. Et ça l'amusait énormément. Et moi, en plus, sa fraîcheur me renvoyait à des choses. Voilà. Elle est formidable. Elle est même exceptionnelle. Oui, elle est même exceptionnelle. Moi, franchement, je parle d'elle. Je la trouve extraordinaire. Oui, ça je comprends. Quand un rôle, ce que je disais l'autre fois à la petite conférence, c'est que parfois, alors bon, je pense on peut être comédien et acteur par rapport à ce que je disais. Et parfois, tu incarnes complètement parce que ça a des résonances. Mais en même temps, je pense que chaque rôle, tu peux rentrer dedans à force de travail, de préparation, de discussion. C'est-à-dire avec ton metteur en scène, tu discutes, voilà, c'est cette personne, et lui inventer même des choses qui ne sont pas dans le scénario. Lui inventer une backstory. Dire voilà, il lui est arrivé ça dans sa vie, etc., etc. Alors soit tu vas puiser dans ton expérience personnelle, soit tu prends des exemples, et ça passe par tout, par le costume, oui, c'est ça, se raconter son histoire, quoi. Donc c'est oui. Élise, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a, tu sais, elle a son dossier de présentation du film, mais en fait, elle a un sous-dossier. En fait, elle m'a donné un sous-dossier avec 10 liens de films, de longs métrages. Par exemple, le film de Romero, je ne me rappelle jamais du titre. Non, le film où il rentre dans un parc d'attractions, où il est en costume blanc. Tu as dû le voir, ce film. Je suis sûr que tu l'as vu. Enfin, bon, bref, elle m'a donné avec des commentaires sur chaque film, en me disant que là, c'était peut-être plus intéressant que je regarde cet aspect des choses, etc. Et après, toi, tu lis avec des extraits de texte et tout ça. Et moi, j'adore ça. Alors, bon, je me suis plongé là-dedans comme un fou. Et après, on a eu beaucoup de discussions, des répétitions, etc. Donc, en fait, on est arrivé à bloc, à bloc. Exactement ce que tu veux dire. Il n'y a pas de recette, c'est-à-dire qu'on peut aussi, sur certains... en fait, parce que comme vous êtes acteur, vous êtes sur l'unité, quoi. Moi, je suis à chaque fois dans la diversité, c'est-à-dire qu'il faut être caméléon, en fait. C'est-à-dire que le rapport que tu as avec Thomas, tu n'as pas le même avec Odile Villemain, tu n'as pas le même avec Camille Lou. Je ne parle pas du rapport humain, je parle du rapport par rapport au rôle, par rapport à la demande. Il y a des actrices, il y a des acteurs qui demandent énormément de choses, qui se posent beaucoup de questions sur le personnage. Il y en a d'autres qui sont plus instinctifs, il y en a d'autres qui comprennent super vite, il y en a d'autres, voilà. Donc il faut vraiment pouvoir s'adapter à chacun. Pour moi, c'est en ça qu'il y a un côté, pas chef d'orchestre parce que ça fait un peu pompeux, prétentieux, mais voilà, faut être caméléon. Pardon ? Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, moi j'aime bien les deux mots parce que il y a aussi il y a l'aspect technique qui est important aussi, c'est-à-dire pourquoi je fais un travelling là, pourquoi à ce moment-là je fais une plongée, il y a le découpage, il y a toute la grammaire. Moi je déteste voir un film où je remarque le mouvement de caméra. Pour moi il doit raconter quelque chose, on ne doit pas le voir. Si on voit le mouvement de caméra, c'est qu'on se fait chier en fait. Ça doit vraiment, faut être toute la technique doit être au service de l'histoire et du comédien. Voilà. En tout cas, c'est presque une belle conclusion, hein, cette définition de Christophe. Deux mots sur la musique, ce que je veux me permettre de te dire aussi, c'est que je crois que tu as trouvé deux très bons compositeurs. On avait déjà pu en juger sur Plan B, la partition était magnifique. Et là, franchement, on attend la suite, oui, ils ont pris exactement les mêmes. Hein. Et alors, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas travailler tout le temps avec eux, mais en attendant...
Est-ce que justement, bah, par rapport à certains grands réalisateurs passés comme Morricone et compagnie, quand on arrive à trouver une belle alchimie avec des musiciens qui font ce que tu leur demandes, en fait, tu as envie de continuer toujours plus loin et de dire finalement je vais prendre tout le temps eux? Mais alors, l'importance de la musique. L'importance de la musique, quoi. Moi, je trouve qu'en France, on n'est pas. Il n'y a même pas assez de budget pour ça. On doit mettre le paquet là-dessus parce que la même scène jouée avec un pauvre synthé sur lesquels on se fait chier sans variation et tout ça peut devenir pourri alors qu'une belle musique, la musique adéquate, la scène est sublimée, quoi. Voilà, il n'y a pas photo. Et moi, donc oui, j'ai rencontré David Gubitsch et Jérôme Bensoussan il y a 2 ans. Ils viennent du cinéma. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'aussi souvent en série télé, moi ça m'arrive de me dire au bout de 20 minutes, ah tiens, il y a de la musique. Parce qu'on fait des tapis, quoi. Il y a des tapis qui sont tout le temps là et on se dit, tiens, il y a de la musique. Alors qu'eux, ils travaillent vraiment comme au cinéma, c'est-à-dire soulever une émotion, faire des ruptures, faire des montées, faire des descentes. Ils ont une vraie écriture cinématographique, quoi, dans leur musique. Et c'est des bidouilleurs, parce qu'ils sont capables d'avoir des sons quasiment comme si on avait un fil harmonique, juste en venant venir un quatuor. C'est des musiciens de génie, donc ils prennent la guitare, ils mélangent l'électronique avec le classique. Enfin, franchement, et eux, non, c'est pareil. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines personnes avec qui je travaillais depuis... putain, ouais, j'ai commencé à faire des clips avec mon chef-op il y a 30 ans. Mon premier assistant, ça va faire 25 ans. Ma script, ça fait 10 ans. Et moi, c'est important. C'est comme disait Lautner et tout ça, moi, c'est facteur humain et fidélité, quoi. Fidélité avec son équipe, parce que un film, ça se fait. Là, j'ai ramassé le prix, mais ça se fait pas tout seul, quoi. Voilà, tout seul, on fait rien. Hein. On a besoin des chefs-op, des cadreurs, des musiciens, des comédiens, du scénariste. On a besoin de tout le monde, quoi. Et c'est quand il y a une alchimie, une harmonie qui se crée comme ça qu'on est heureux, quoi. Et en plus, on voit d'ailleurs que dans les génériques de fin des courts-métrages, déjà, quand tu vois tous les gens qui sont remerciés, donc qui ont participé à l'écriture d'un court-métrage, donc on a du mal à imaginer un long-métrage ce que ça peut donner. Hein. Oui. Non, ce que je voulais... alors, par rapport à la musique, moi, j'ai pas d'oreille musicale. Et donc, en fait, la musique me dérange quand je la sens. Souvent, trop. Et c'est parfois... c'est souvent le défaut de la télé. C'est-à-dire que par moment, comme il n'y a pas de point de vue d'histoire assez... Enfin, je sais pas. En tout cas, souvent, j'ai l'impression qu'en fait, on est obligé on va mettre du violon parce qu'il y a l'émotion, on va mettre là. Et donc ça, pour moi, ça m'est assez insupportable. Et comme je suis pas un grand mélomane, j'adore quand tout d'un coup, je la sens pas et qu'elle me porte malgré moi. C'est exactement de la même manière comme le mouvement de caméra. En fait, tout d'un coup, elle porte en s'oubliant et de temps en temps, elle te frissonne. Et ça, là, ça devient génial. Juste un tout petit truc que je voulais dire en tant que musicien, parce que je suis un petit peu musicien aussi, c'est que justement avec les deux musiciens que tu as dans ton film et qui étaient déjà précédemment dans Plan B, c'est qu'en fait on a l'impression que c'est une évolution, si tu veux, de la musique. Il y a pas un thème récurrent qui revient tout le temps dans le film, si ce n'est le générique, bon ça on a bien compris, mais je veux dire, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a un autre thème qui repart, etc. et qui nous cueille toujours un petit peu plus, qui monte crescendo bien entendu par rapport à l'action, et ça c'est vrai que c'est assez fort. C'est assez fort. En fait, si, il y a quand même des thèmes. Il y a le thème Prométhée, il y a des thèmes d'émotion, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne remettent pas la même chose. Ils les orchestrent d'une certaine façon, ils arrivent d'un autre moment, ça se mélange. Et effectivement, il y a aussi un apport. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas tourner autour de 3 thèmes. C'est-à-dire que je leur demande aussi, là, dans l'épisode 6, il y a une séquence qui est presque horrifique. Donc là, on n'avait pas eu de séquence aussi horrifique à ce moment-là, depuis le premier épisode. Donc, je leur demande de recréer des choses, quoi. Mais ouais, non, c'est de la couche aussi. Vous voyez, la musique qu'il y a au début, on la retrouve plus loin, mais on fait pas gaffe. Comme tu dis, on l'entend pas. Elle est là au bon moment. Non, par moment, tu vois. Tout à l'heure, il y a eu l'extrait. Je t'ai dit en boîte. Ouais. Le son. Ouais. Mais parce que, bon, c'était. Ce qui est passionnant dans ce que dit Christophe, moi je bois tes paroles parce que je trouve qu'il travaille de façon extrêmement organique avec tous les corps de métier. En fait, c'est comme un organisme. Il a horreur de plaquer. Ça se sent dans ton travail. Et comme tu l'expliques, c'est formidable parce qu'il y a ce côté organique de la musique, du jeu. C'est comme une harmonie. Il est au milieu de ça. Et c'est comme un orchestre. Enfin, un orchestre en fait. C'est un chef d'orchestre, ouais, c'est formidable.
Voilà, messieurs, dames, je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de l'interview. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps puisque j'ai encore d'autres qui nous écoutent. Je voulais dire juste une petite chose, sans mauvais jeu de mots, c'est que ce film promettait. Eh ben, ce film a bien promis et tous ces 3 prix sont mérités. Alors, longue vie à cette série qu'on va revoir à partir du mois de janvier, je crois, c'est ça, non? Alors, c'est compliqué de donner des dates précises, mais a priori, janvier ou février 2023, ouais. Sur TF1 et sur Salto avant. Voilà. Donc moi je vais la voir avant, c'est clair. Merci Thomas, merci Christophe, merci monsieur Vincent Laurent Claret. À très bientôt. Et là je vais récupérer mes 2 amis qui sont derrière du jury de la musique de film. S'ils veulent bien me rejoindre tout de suite. On pourra écouter sur Radio France. Voilà, on pourra même l'écouter sur YouTube. Tu tapes sur YouTube Radio Fréquence Méditerranée et puis tu... Terra Nova, t'as une terre neuve. C'est un nom qui chante tout seul, paraît-il. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et bravo encore. Donc là, on va... Merci Christophe, merci Thomas. Tu salueras Armel pour moi. À bientôt. On va donc accueillir monsieur Sylvain Morizet, qui est donc mon ami du jury musique de film. Il y avait Quentin qui était là, il a disparu. Il est allé chercher Manu. Il a peut-être été chercher du vin aussi, peut-être, non? Voilà. Donc je vais te passer tout de suite le micro, parce qu'on n'a qu'un seul micro. Et pour te dire un petit peu comment tu as vécu ça, toi, de l'intérieur, en immersion totale. Alors en immersion, donc j'étais très content de venir à ce festival. Je connaissais de nom, mais j'étais jamais venu. Et j'aime beaucoup les festivals de films fantastiques. Je suis un peu abonné. Là, je reviens du BIF, je vais à la Gérardmer. Et j'aime beaucoup ce genre-là. Je suis très content qu'il soit défendu comme ça, qu'il y ait des gens comme Fabrice qui mettent l'énergie qu'il faut pour défendre un festival de ce niveau-là, parce que je suis très impressionné par la qualité, quoi. Non, c'était très bien organisé dans des locaux magnifiques. On avait un théâtre sublime qui était un très très vieux théâtre à l'italienne, bien entendu. Et puis moi, ça a été une grande surprise pour moi de me retrouver dans le jury avec deux grands musiciens, je peux le dire, hein, parce que tu sais, je vais tendance à me répéter, mais quand on est à Menton, on a l'impression qu'on est vraiment au bout du monde. Et puis là, on tombe sur des gens qui ont travaillé déjà à plus grosse échelle. Et moi, personnellement, à titre personnel, j'ai vraiment appris beaucoup de choses de la part de toi, Quentin, et de toi, Sylvain. Et j'espère que ça a été un petit peu la même chose pour toi. Ah bah ouais, puis c'était un grand plaisir. Moi, c'était une première pour moi d'être membre du jury. Donc c'était à la fois une découverte, il y avait de l'excitation de découvrir tous ces films. Et c'est pas simple aussi de devoir aller les juger parce que du coup, on sait ce que c'est que de composer une musique d'un film, tout le travail, tout ce que ça représente derrière et tout ce qu'on peut y mettre comme émotion. On y met notre cœur en général, on y passe du temps et du coup, c'est difficile après à résumer ça à une note. En soi, c'est cruel, mais c'est comme ça, on nous demande de le faire. Donc, si on pouvait, on mettrait plus de prix, mais voilà. Mais c'était quand même un bonheur de faire ça, et au final, on s'est quand même mis d'accord sur... Il y a une musique qui a émergé, on est... Alors, justement, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps, je voulais juste savoir un petit peu, puisqu'on vous tient et qu'on vous voit pas souvent, il faut le dire, c'est même la première fois, je voulais juste savoir un petit peu l'activité de chacun pour les semaines à venir. Donc, je vais me tourner vers Sylvain. Tu en es où exactement et où vas-tu aller ? Ah bah c'est une question qui peut se... Où va-t-on? Ça peut sur toute notre vie. Bon, plus concrètement, je viens de travailler avec Alexandre Desplat, je travaille avec lui depuis très longtemps comme orchestrateur sur le film Pinocchio de Guillermo del Toro qui sort sur Netflix le mois prochain. Je viens de terminer 2 courts-métrages en composition, 2 fois 20 minutes, un totalement pure big band, donc ils sortiront dans pas si longtemps que ça. Et l'activité que je fais seulement en ce moment, c'est de faire des concerts de musique de film au piano, soit à 2 pianos, c'est plutôt à 2 pianos qu'on fait, et des fois avec un petit ensemble, la journée à la scène musicale aussi, toujours sur une thématique de musique de film. Donc là j'ai un concert de John Williams, dans ce qui arrive très vite, sur toutes les musiques concertantes, donc 7 ans au Tibet, La liste de Schindler, Arrête-moi si tu peux, voilà, et Quentin tu... Grosse activité alors, grosse activité. Et même question pour toi. Difficile de passer après Sylvain, du coup. La liste est longue. Ah ouais, c'est impressionnant. Moi actuellement, là je travaille sur une série d'animation qui s'appelle Les Pyjamasques. Bon, ça fait déjà quelques années. Mais en fait, cette série-là a rencontré un beau succès, donc les saisons se poursuivent. Là, on est à la saison 6, donc il y a toujours
des musiques à produire au quotidien parce que c'est 1 à 2 épisodes par semaine. Exactement, je pense que les enfants connaissent en général, j'en vois des fois avec les sacs à dos et tout dans la rue qui chantent les pyjamas, donc c'est assez drôle. Et voilà, donc ça c'est quelque chose vraiment de récurrent pour moi et qui me tient à cœur parce que j'adore faire de la musique pour l'animation, c'est très intéressant. Et voilà, j'ai plusieurs courts-métrages aussi en cours. J'ai fait et de la musique là. Ces derniers temps, je travaille beaucoup sur des identités sonores pour des marques, des logos sonores, voilà, des formats très courts aussi. Et là, c'est encore un autre boulot, c'est travailler l'efficacité sur quelques secondes et vraiment le son. Voilà, ça, j'ai découvert ça il y a peu de temps, mais ça me plaît aussi de faire ça. Voilà. Alors il y a Manu Berthet qui vient de nous rejoindre, c'est le 4e membre influent de ce jury pour la musique de film. Donc je vais te demander un petit peu ton actualité, parce que nous c'est vrai qu'on est les régionaux de l'étape, on habite à Menton, donc on est un petit peu moins dans les autres sphères étoilées de nos 2 amis, là, de nos 2 camarades. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton activité quotidienne actuellement? Je suis très heureux, j'ai 3 enfants. Non, je déconne. Alors, moi, je fais plutôt les enregistrements pour les groupes maintenant, en tant que technicien du son. J'ai un studio d'enregistrement qui se situe à Castillon, où il y a 4 cabines de son différentes pour faire des prises de son. Et tout ce qui est mixage, mastering, je le fais chez moi, tranquillement. Et peinard, surtout sans personne, pour avoir vraiment une oreille, une écoute différente. Et puis voilà, c'est devenu mon activité principale maintenant. Voilà. Écoutez, on va pas se retenir plus longtemps parce qu'il faut qu'on aille faire un petit tour au buffet nous aussi. Donc on avait Manu Berthet, notre ami Quentin et monsieur Sylvain aussi qui faisaient donc partie du jury et moi-même bien entendu, du jury musique de film, hein, on précise. Et puis écoutez, peut-être une prochaine fois, je ne sais pas, peut-être au prochain festival, peut-être pour un film en compétition. Ou le jury, je ne sais pas, moi d'après ce que je crois savoir, je risque d'être encore dans le jury. Là. Voilà, là. Donc on verra bien. Voilà, on est tous partants, pourquoi pas, nous, de toute façon. Mais c'était vraiment une belle aventure humaine. Ces 4 jours passés ensemble. Merci, messieurs. À très bientôt. Bye bye. Merci, Fréquence Méditerranée.